Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, alors pour cette semaine, pardon, c'est la semaine des aidants. Donc aujourd'hui, cette visioconférence qui est réalisée par Home Transition est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne. Nous allons parler psychologie et plus précisément être aidant sans s'épuiser. Bonjour à tous et à toutes. J'y vais, Pascal? Comment? Je prends la parole ou tu... Alors je vais juste commencer un Pardon, petit peu. Excuse-moi, j'avais un chat dans la excuse-moi. gorge. Non, je t'en prie. Donc je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir et répondre à vos problèmes techniques, répondre à vos questions que vous pouvez poser dans l'onglet conversation ou alors maintenant il y a un petit outil questions-réponses qui permet d'avoir la suite des réponses à une même question. Si vous nous regardez en replay, sachez que en nous suivant en direct, comme nos participants d'aujourd'hui, à la fin de l'enregistrement, vous pouvez ouvrir vos micros et poser vos questions. C'est le petit bonus du direct. Si vous êtes donc en replay, n'hésitez pas à vous inscrire sur go.movadom.com/visio. Du coup, Isabelle, je te laisse la parole, je te laisse te présenter et puis je vais dérouler les slides. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Isabelle Palassin, je suis psychothérapeute, psychanalyste, thérapeute de couple et auteur. Donc, cet après-midi, nous allons donc parler des aidants. Alors, on va prendre la première slide et on va commencer par en fait la définition de ce qu'est un aidant, parce que c'est vrai qu'on y reviendra, mais certains aidants ne se considèrent pas comme aidants, donc c'est important en fait de savoir qu'est-ce que c'est qu'un aidant. Eh ben, est considéré comme aidant un proche, aidant la personne qui vient en aide. Un proche aidant, donc c'est la personne qui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir des actes ou des activités de la vie quotidienne à une personne en perte d'autonomie du fait de son âge, de sa maladie ou du handicap. Alors, on va passer à la slide suivante. Les aidants... N'hésitez pas, si vous êtes aidant vous-même, à nous noter dans la barre de conversation et nous expliquer un petit peu votre situation. Voilà. Alors, aidants, donc, qui sont les aidants actuellement? En France, il y a 11 millions d'aidants environ, c'est-à-dire que c'est un Français sur 5 de plus de 18 ans qui est aidant. L'âge moyen des aidants, c'est 49 ans. Ça veut dire qu'on a quand même 500 000 aidants de moins de 18 ans. Donc, ce sont par exemple des jeunes qui aident un parent malade. Voilà, typiquement, c'est un peu pour les jeunes aidants, c'est un peu la situation la plus courante. Hein. Un parent malade ou handicapé à la suite d'un accident, eh bien, le jeune se retrouve aidant de son parent. Mais 53% des aidants sont des aidants de personnes âgées et 720 000 aidants sont aidants de personnes âgées en établissement. Parce que c'est vrai que ce n'est pas parce que la personne intègre un EHPAD ou un service qu'on arrête d'un seul coup d'aller le voir, de s'en occuper, d'avoir des choses à faire avec lui ou elle. Et puis, plus de la moitié sont des enfants, alors qui sont âgés en moyenne d'une cinquantaine d'années, et plus d'un quart sont des conjoints. Les conjoints, eux, ont en moyenne 74 ans. 49% des personnes des personnes âgées, 49% des aidants de personnes âgées sont des retraités. Donc ça veut dire que 51% sont encore en activité professionnelle. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de certains d'entre vous, mais c'est vrai que ça pose encore un autre type de problématique, c'est-à-dire qu'il faut concilier, il faut arriver à concilier la vie professionnelle et ce statut d'aidant, et donc ça fait une triple vie en quelque sorte. Mais attention, 54% des aidants ne se considèrent pas comme tels. Alors, ça pose des soucis, puisque ça veut dire que ce sont des personnes qui ne vont pas aller chercher de l'aide parce qu'ils ne se considèrent pas comme aidants. Et alors, comment on pourrait se dire, mais est-ce que je suis aidant ou pas? C'est tout simple. Hein. Si un de vos proches est en situation de handicap, de perte d'autonomie, s'il est malade, si vous vous occupez de lui au quotidien ou de temps en temps, vous êtes aidant. Alors, on va passer à la partie Je fais suivante. juste une petite Pardon. parenthèse. Mardi, il y avait un super reportage sur France 5. Je ne sais pas si vous avez eu Oui. l'occasion de regarder. À l'initiative de Théo Curin qui invite des célébrités à prendre la place d'un aidant.
Et j'ai trouvé ça vraiment très, 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 très bien fait. Mm. Oui, et puis il y a aussi en ce moment, pour ceux qui ont l'application euh, France Inter et France Culture, on peut revoir en podcast la série documentaire LSD sur France Culture, sur les aidants, justement. C'est une série de 4 émissions. Alors là, ce sont à la fois des aidants d'enfants handicapés ou de parents. Enfin voilà, il y a un peu toutes les situations, mais c'est vrai que c'est aussi une initiative intéressante. Alors, maintenant, on va voir en fait quels sont les signes qui doivent vous alerter. Parce que c'est vrai qu'il faut faire attention quand on est aidant à l'épuisement. Parce que on s'aperçoit que beaucoup d'aidants souffrent de burn-out, en fait, c'est-à-dire qu'ils arrivent au bout de leurs réserves physiques et leurs réserves psychiques. Alors, quels sont les signes qui doivent alerter? Eh bien, la fatigue, par exemple, c'est un bon signe hein, quand on est tout le temps fatigué, quand on a l'impression que tout devient une montagne, tout est compliqué, tout est difficile physiquement et psychiquement. Là, c'est un signe d'alerte. Pardon. L'irritabilité aussi, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment un signe de burn-out, c'est-à-dire que c'est une façon de ne plus rien supporter. C'est-à-dire qu'on arrive à la limite de ce qui est possible et tout devient, c'est comme si on était à vif, écorché à vif, et tout vient irriter, vient gratter en fait, et on devient effectivement très, très facilement, on se met en colère, on devient impatient, etc. Et c'est un problème, évidemment, parce qu'on n'a jamais envie d'être comme ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose, on y reviendra, qui peut abîmer la relation aidant-aidé et qui peut même conduire, en réalité, à des situations de maltraitance. Et puis, ce dont on peut, les autres signaux d'alerte, c'est par exemple l'apparition de douleurs diffuses, des maux de tête, des maux de dos, des douleurs dans les bras, dans les articulations, etc. Ça aussi, c'est un bon signe parce que parfois, quand on n'arrive pas à penser le mal-être, eh bien, il devient un mal-être physique. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à ces espèces de douleurs dont on ne sait pas trop d'où elles viennent, etc., mais qui ne nous lâchent pas et qui pourrissent un peu la vie. Ce qu'on peut observer aussi chez certains aidants, c'est une hypertension. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de régulièrement voir son médecin à soi, pas celui de la personne aidée, parce que l'hypertension artérielle, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte en réalité. C'est-à-dire qu'on peut on dit c'est le tueur silencieux, parce qu'en effet, il n'y a pas de symptômes vraiment d'hypertension, sauf parfois des maux de tête, mais voilà. Donc il faut vraiment régulièrement faire vérifier sa tension auprès d'un médecin. Et puis, on peut observer aussi des troubles du sommeil, une dévalorisation de soi aussi, parce que ça va avec ce que je disais tout à l'heure à propos de la fatigue et de l'irritabilité, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'y arrive pas. Et donc, on se dit qu'on est nul, que voilà, on ne va jamais y arriver, qu'on ne sert à rien, qu'on ne sait pas faire, que voilà. Donc, et évidemment que cette dévalorisation de soi, ça va avec une espèce de culpabilité et puis avec un risque de repli sur soi et de difficultés relationnelles avec ses proches parce que voilà, on s'enferme de plus en plus en fait sur ses difficultés, sur son mal-être et on n'arrive plus à communiquer même avec les proches qui ne sont pas ceux qu'on aide, hein, c'est-à-dire le conjoint ou les frères et sœurs, etc. Et puis, enfin, il y a un autre signe qui peut alerter, c'est l'augmentation de la consommation d'alcool, de tabac, de médicaments ou de nourriture. C'est-à-dire tous ces trucs, toutes ces béquilles, en quelque sorte, dont on se dit, ah bah tiens, je suis fatiguée, je vais me boire un petit verre, ou je vais m'allumer une cigarette, ou je vais prendre un antidépresseur. Tout ça, quand on voit que l'augmentation de ces béquilles-là augmente, bah c'est quand même un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que ça serait bien d'aller en parler avec un professionnel et puis peut-être de mettre des choses en place. Bon, les choses en place, on va y venir tout à l'heure. Et c'est important parce qu'en fait, selon une étude de l'adresse, c'est-à-dire la direction
des études et de la statistique, eh bien 47% pardon, des aidants qui cohabitent avec leur aidé déclarent une conséquence au moins sur leur santé, c'est-à-dire que ce soit la santé physique ou la santé psychique. Donc ça peut être des maux de dos, des palpitations, des problèmes de sommeil, un trouble anxieux, une fatigue morale, une dépression. Donc c'est quand même beaucoup, c'est presque un aidant sur deux, donc c'est vraiment important. Et 25% par exemple des répondants à cette même enquête disent que effectivement ils ont augmenté leur consommation de médicaments depuis qu'ils sont aidants. Donc on voit bien que c'est beaucoup. 70% aussi des répondants déclarent ne pas s'accorder de temps pour leurs loisirs. C'est-à-dire que ça, c'est un chiffre qui est vraiment important, parce qu'on voit quand même que c'est presque 3 sur 4. Et ne pas avoir du temps pour soi, eh bien évidemment que c'est ça qui va donner cette impression que notre vie nous échappe et cette impression qu'on est sans arrêt sous pression et qu'il n'y a pas, c'est l'effet cocotte-minute, c'est-à-dire la pression ne peut jamais être libérée. Et c'est vrai que quand on arrive à ce moment-là, eh bien, c'est aussi, il faut quand même arriver à se poser des questions, à essayer de faire un point sur sa situation. Et peut-être, c'est le moment d'aller voir des professionnels pour parler en fait de comment on pourrait passer la main à certains moments au moins. Alors, on va passer à la diapositive suivante. Merci. Alors, quelles sont les raisons de l'épuisement? Pourquoi on est épuisé quand on est aidant? Alors, vous allez me dire, si vous êtes aidant, je pense que vous avez quelques réponses à l'esprit. Mais c'est vrai qu'un aidant sur deux se sent seul. Donc, l'isolement est quelque chose qui est très important. Un aidant sur deux se sent seul, c'est une étude de la conférence du collectif Je t'aide sur l'isolement des aidants. Alors, c'est un chiffre énorme parce que l'étude a été faite aussi au moment du confinement, donc ça avait à l'époque augmenté le problème, mais tout de même, c'est vrai que l'isolement, quand on parle avec des aidants, ils sont quand même très très nombreux à parler de ça, à cette façon de se retirer en fait de la vie sociale, de l'impression de ne plus avoir de vie amicale, de vie pour soi en fait. C'est-à-dire de se replier sur la relation aidant-aidé. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons à ça. C'est-à-dire que d'une part, effectivement, il y a une fuite, parfois, souvent, de l'entourage amical comme de l'entourage familial. Alors, c'est pas forcément que les gens sont méchants, j'allais dire. Alors, il y en a évidemment qui ne veulent pas prendre leur part, etc. Parmi les frères et sœurs, on voit ça dans les familles. Mais parmi les amis, par exemple, souvent, il y a cette question de je ne sais pas comment apporter mon aide, je ne sais pas comment dire que je suis là, je ne sais pas comment ne pas être intrusif, etc. Donc, c'est important quand on a des amis avec lesquels on se sent en confiance de dire, soit quand on est aidant, écoute, là, j'ai besoin de parler parce que j'en peux plus, je suis fatiguée, voilà ce qui m'arrive, voilà ma situation. Et là, ça peut ouvrir un dialogue avec les amis qui, sinon, en fait, peuvent être un peu un peu pas sur la défensive, mais en tout cas sur le bord de la route, à essayer de regarder, de comprendre vaguement qu'il se passe quelque chose, mais sans oser demander. Et puis, parfois, les aidants ont aussi leur part dans cette solitude parce que certains n'osent pas, en fait, n'osent plus sortir, n'osent plus avoir de vie sociale à cause des troubles du proche qu'ils aident. C'est-à-dire que quelqu'un qui souffre par exemple, de maladie d'Alzheimer un petit peu avancée, qui ne sait plus manger, se servir d'un couteau et d'une fourchette, par exemple, ça va être compliqué, effectivement, pour un aidant de se dire j'aimerais bien l'emmener au restaurant ou j'aimerais bien aller déjeuner en famille, mais j'ai un peu peur du regard des autres, etc. Donc ça, c'est aussi un motif d'isolement. Et puis, on a vu aussi, autre motif d'isolement, il y a des aidants qui ne se reconnaissent pas comme tels. Et puis, parfois, il y en a qui
rechignent à demander de l'aide. Soit parce qu'ils estiment que c'est leur rôle et qu'ils n'ont pas à partager ce rôle, que le rôle d'aidant ne revient qu'à eux parce qu'il s'agit de leurs parents ou de leurs conjoints et que c'est leur devoir. Et donc là, c'est vrai que dans ce cas-là, ça entraîne une espèce de huis clos où chacun risque d'étouffer. Et alors pour ceux qui travaillent, c'est vrai qu'il y a aussi la peur, en fait, de montrer ses difficultés, d'être stigmatisé dans le travail et voire d'être mis à l'écart, en fait, dans le milieu professionnel. Alors, ce qu'il faut juste noter, c'est que dans l'APA, maintenant, dans les contrats d'APA, il y a une création, depuis l'année dernière, une création d'heures de lien social, qui est un maximum de 9 heures par mois, mais pour permettre justement à la fois à l'aidant de faire lien, d'avoir d'autres liens sociaux que celui avec son aidant, et puis à l'aidant, du coup, de pouvoir aussi avoir du temps de souffler. Ensuite, autre raison d'épuisement, c'est bien sûr la dépendance de l'aidé, parce que la relation de dépendance induit en elle-même une fatigue qui augmente en fonction de ce niveau de dépendance, bien sûr. C'est-à-dire que devoir, par exemple, aider sa mère à faire ses courses, c'est une contrainte, mais aider son conjoint dans ses gestes de quotidien, de toilette, c'est pas du même niveau. C'est-à-dire plus l'aidant est seul face à son proche et à la charge de travail que son rôle exige, plus il va se sentir vampirisé par la personne dépendante. Et c'est vrai que, par exemple, je reprends cet exemple de la maladie d'Alzheimer, où on voit bien comment assez tôt dans la maladie, la personne répète plusieurs fois les mêmes questions sans arrêt, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement usant, fatigant pour l'aider. Et c'est aussi quelque chose dont il va avoir du mal à parler, parce qu'il va avoir du mal à confier ça à quelqu'un qui ne connaît pas la maladie. Parce qu'il n'a pas envie de montrer justement cette difficulté de son proche. Il n'a pas envie que quelqu'un puisse penser que son proche est mal à ce point-là. Donc voilà, il y a cette question de la dépendance de l'aider parce que c'est vrai par exemple, quand on s'occupe d'un tout petit, il y a cette dépendance aussi. Hein, et on voit bien comme c'est fatigant de s'occuper d'un tout petit. Mais là, il y a en plus, pas souvent, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'espoir. C'est-à-dire que quand on commence à s'occuper d'une personne extrêmement dépendante, on sait bien que, surtout dans les maladies dégénératives, on ne va pas vers du mieux. Et donc ça aussi, c'est déprimant et c'est fatigant. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir en parler à l'extérieur, pouvoir se libérer et aller poser son fardeau quelque part, enfin son fardeau psychique, quelque part en parlant avec d'autres. On verra tout à l'heure quelles solutions peuvent être proposées. Les raisons de l'épuisement aussi, c'est le bouleversement des places. Parce que qu'elle soit due à la maladie ou au handicap, à l'âge ou aux trois à la fois, la dépendance rebat les cartes dans la famille ou bien accentue le rôle des uns et des autres. C'est-à-dire que la fille aînée devient naturellement, et je mets énormément de guillemets à ce mot, naturellement, l'aidante de ses parents. Tandis que les frères et sœurs plus jeunes esquivent. L'épouse peut être aussi s'occupe nuit et jour de son mari, qui ne supporte aucune autre présence à ses côtés. Le fils devient responsable de son père, par exemple. Et ce bousculement n'est pas sans conséquences psychiques sur les liens. Ça peut intensifier les questions de devoir en y enfermant les dents, quitte à gommer le plaisir d'être ensemble, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que le devoir, et donc quid du lien affectif. Et puis, il y a aussi des inversions de rôle qui créent des sentiments d'étrangeté. C'est-à-dire que devenir parent de son parent, par exemple, c'est d'autant plus troublant que ce renversement vient bouleverser le jeu des identifications qui existaient auparavant et qui nous ont construits. C'est-à-dire que pendant toute notre enfance, toute notre adolescence, toute notre vie, c'est vrai que les parents sont des références ou des repoussoirs qui président à la construction de la personnalité. Et donc, leur entrée dans le grand âge
au moment de la dépendance et à la dépendance, enfin de rentrer dans le grand âge et la dépendance, remet en cause ce jeu de miroir. C'est-à-dire que désormais, on ne va plus s'identifier à eux, mais au contraire, on va avoir peur de leur ressembler. Et il y a une espèce d'effet comme ça, un peu repoussoir, qui est extrêmement difficile à vivre, d'autant plus difficile à vivre que on les aime. Et que si on est aidant de ses parents, c'est parce qu'on a envie de les aider au mieux et d'être là pour eux, etc. Donc il y a une espèce comme ça de tiraillement qui est plus ou moins conscient, mais qui existe. Et puis, les questions dans les rapports aidant-aidés sont d'autant plus aiguës qu'elles sont redoublées par rapport au corps de l'autre. C'est-à-dire toucher, laver, changer un parent, alors que jusqu'alors l'accès à son corps était interdit, peut entraîner de la gêne ou du malaise, par-dessus lequel on se sent obligé de passer pour cause de dévouement. Et dans un couple, c'est pareil, les soins effacent ou démentent la relation érotique, c'est-à-dire que quand on se met à faire la toilette ou le change de son conjoint, c'est plus du tout fantasmatiquement, c'est plus le même corps, évidemment. Et c'est pour ça que c'est important, peut-être aussi, de penser cette question des soins corporels et de se dire que les professionnels sont là, sont formés pour venir aider à ces moments-là, et que peut-être on peut déléguer ces tâches-là pour maintenir le lien, justement, pour que le lien ne soit pas entamé par ces questions de rapport au corps de l'autre. Voilà. En plus, l'aidant est souvent le réceptacle de l'anxiété de l'aider. Ça peut être clairement énoncé, hein, je suis plus bon à rien, j'ai peur de mourir, j'ai mal. Et c'est vrai que ça place l'aidant dans une forme d'impuissance, parce que j'ai peur de mourir, qu'est-ce qu'on répond à ça? J'ai mal, je ne suis pas médecin, je ne peux pas donner de médicaments. Et ça peut être très douloureux à vivre. Mais la personne aidée peut aussi s'exprimer via des mécanismes de défense inconscients. Ainsi, il peut devenir, par exemple, plus agressif. C'est-à-dire, plutôt que de se plaindre, il va rejeter, en quelque sorte, ce mal-être. Il va le rejeter, en fait, sur l'autre. Il va le projeter sous forme d'agressivité. C'est une façon d'expulser la douleur, l'anxiété, le sentiment de ne plus rien valoir, etc., la peur de la mort. C'est un mécanisme de défense qui est très bien connu. Il faut souligner aussi que chez la personne âgée, la dépression se manifeste très souvent par de l'agressivité. C'est vrai que c'est la différence entre la dépression chez la personne âgée et la dépression chez des personnes plus jeunes. C'est-à-dire que la dépression chez des personnes plus jeunes, elle va se manifester par de la tristesse. Et cette tristesse, on ne va pas forcément la retrouver chez des personnes âgées, mais on va plutôt retrouver de l'agressivité et des douleurs. Donc, c'est vrai que ça va être compliqué pour l'aidant d'être à la fois dans cette forme d'impuissance par rapport à la douleur de ce qu'il imagine être la vie de son aidé. C'est vrai que quand on voit quelqu'un décliner et qu'on se met à sa place, forcément, hein, parce que quand on est aidant, il y a de l'empathie, et donc on se met à sa place et on souffre avec lui. Mais justement, on y reviendra peut-être, cette souffrance avec, c'est important aussi de se dire qu'on n'est pas lui et que chacun est vraiment à son propre rôle. J'ai un peu perdu le fil de ce que j'étais en train de dire, mais donc voilà, en tout cas, cette impuissance qu'on peut ressentir en fait face, à la détresse de l'aider, c'est quelque chose qui est vraiment aussi, qui va épuiser psychiquement. Et puis, de même, ce qui est compliqué, alors non, je n'ai pas encore tout à fait fini, excuse-moi. De même, l'aider n'a pas toujours conscience ou ne veut pas reconnaître les limites que lui impose son état de santé. Et ça, c'est difficile aussi à vivre pour l'aidant, parce que l'aidant va avoir l'impression de devoir se battre en permanence avec son proche, en lui disant non, tu peux plus faire ça. Et aussi parfois, lorsque la résistance ou le déni sont trop importants, ça pousse l'aidant à prendre des décisions contre ou à l'insu de son proche.
C'est-à-dire, ça pousse à devoir cacher les clés de la voiture, par exemple, quand l'aidant, le père, la mère ou le conjoint se dit mais si, je peux encore conduire, bien sûr, alors que soit il a des problèmes de vue tellement importants, une DMLA par exemple, que c'est plus possible, soit il a une maladie d'Alzheimer avec une anosognosie, c'est-à-dire une méconnaissance de sa maladie qui fait que il voit pas où est le problème de pouvoir conduire alors qu'il a des problèmes d'orientation. Enfin, voilà, tout ça fait que l'aidant va être obligé de prendre la décision à la place. Et puis, parfois aussi, il va être obligé de mettre sous tutelle ou curatelle, d'organiser une entrée en maison de retraite. Et ça, c'est des décisions qui sont extrêmement importante et extrêmement douloureuse à prendre parce que ça crée une rupture dans la vie de l'autre, évidemment. C'est-à-dire quand on décide, par exemple, de mettre son parent sous tutelle ou curatelle, on va passer un cap, évidemment. Et puis se dire que on arrive à un moment où on est obligé de prendre la décision contre la personne, mais c'est vrai que éthiquement, c'est compliqué. D'ailleurs, en général, tant qu'on peut, évidemment que c'est mieux d'avoir l'assentiment de la personne qu'on aide. Mais parfois, c'est plus possible. Et ce moment où c'est plus possible, c'est extrêmement difficile, extrêmement douloureux, c'est beaucoup de culpabilité. Et là, c'est vraiment important d'avoir des professionnels autour de soi, que ce soit, enfin, on y reviendra, mais que ce soit le médecin de famille, l'assistante sociale, voilà, mais des gens autour, des professionnels qui soutiennent cette décision et qui vous rappellent en fait pourquoi vous la prenez. Et alors, ce qui peut être, voilà, ce qui peut aider en fait dans ce travail d'aidant, enfin cette position d'aidant, c'est essayer de s'ajuster sans se perdre. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, de l'empathie, oui, de souffrir avec, on est déjà là dans le mélange des rôles. Et bon, votre aidant est en souffrance, certes, mais sa souffrance n'est pas la vôtre. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut essayer de le comprendre, il faut l'accompagner, mais chacun chez soi, je dirais, psychiquement en tout cas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas complètement responsable de la santé psychique de votre aidant. De votre aidé, pardon. Et c'est vrai que je suis passée un peu vite là sur la diapositive précédente, mais il y a aussi quelque chose qui est très important dans l'épuisement de l'aidant, c'est aussi cette confrontation à l'idéal. C'est-à-dire que on est toujours guidé quelque part dans nos actions par l'idéal du moi. C'est-à-dire quelque chose, ce vers quoi on tend, c'est plutôt quelque chose qui va être un modèle tant par rapport à nos valeurs, à notre éthique, etc. Et plus on va se rapprocher de ce modèle, plus on va se sentir bien avec nous-mêmes. Plus on s'en éloigne, plus c'est difficile, plus c'est douloureux parce qu'il y a de la culpabilité, etc. Et c'est vrai que dans la question de l'aidance, il y a une espèce d'idéal comme ça où on se dit qu'on va s'ajuster parfaitement à l'autre, on va le sécuriser, on va lui permettre d'avoir une vie douce, etc. Et puis, tout ce qu'on a vu là jusqu'à présent montre que c'est extrêmement difficile et qu'il faut en rabattre un peu sur l'idéal et que parfois cet idéal se fracasse sur les réalités. Et ça, c'est ce gap entre l'idéal, entre l'image idéale de l'aidant et puis ce qu'on vit au quotidien, c'est-à-dire que ce qu'il y a dans les livres et ce qu'on est en train de vivre, voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Et ça, c'est difficile et il faut avoir conscience que les deux ne peuvent pas forcément coller complètement. Donc, s'ajuster sans se perdre, en fait, il faut commencer par comprendre, je pense, le fonctionnement de son proche. C'est-à-dire que, par exemple, si je reprends cet exemple de la personne souffrant d'une maladie d'Alzheimer qui répète sans arrêt la même question, hein, est-ce que ça va, par exemple, est-ce que ça va, est-ce que ça va? Eh bien, en fait, si on ne comprend pas ce qui se passe pour lui, c'est-à-dire que c'est pas lui qui répète, mais c'est la maladie qui lui fait répéter, en fait, parce que son cerveau n'enregistre pas votre réponse.
ben, on risque de s'attaquer à lui, enfin de s'attaquer, en tout cas de lui dire mais enfin, je te l'ai déjà dit 15 fois, arrête de me poser la question. Sauf que ça ne sert à rien, en fait, de lui dire ça, puisque au fur et à mesure que vous répondez, il oublie. Donc, c'est important, en fait, de comprendre le fonctionnement et de pouvoir, plutôt que de répondre à cette question, quand on voit qu'une fois, deux fois, on a répondu, ben, en fait, essayer de passer à autre chose, et ça marche plutôt bien d'ailleurs, de détourner un peu la conversation, parce que souvent, cette question récurrente, c'est un signe d'angoisse, et donc détourner la conversation sur un autre sujet permet de détourner aussi l'angoisse qui va avec. Donc ça, c'est des choses qui peuvent... Alors ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres, hein, par rapport à des handicaps physiques, par exemple, etc. Et donc c'est important de comprendre ce fonctionnement et donc de poser des questions aux professionnels qui s'occupent de votre parent ou de votre conjoint ou de la personne dont vous vous occupez. C'est-à-dire que, alors, parfois, il existe même des formations, hein, pour mieux comprendre la maladie dont souffre votre parent, votre proche. Et c'est vraiment important d'essayer ben voilà, de se renseigner, de comprendre comment ça fonctionne. Voilà, l'éducation thérapeutique du patient, par exemple, ça peut être un bon moyen. On y reviendra tout à l'heure, mais dans certains endroits, on peut trouver des cafés des aidants aussi, où on va parler justement de partager l'expérience les uns avec les autres et donc pouvoir mieux comprendre et un peu s'adapter. Et puis, donc comprendre le fonctionnement de son proche, mais aussi donc s'adapter à ses capacités. C'est le plus important et c'est peut-être aussi le plus énergivore parce que cette attitude demande beaucoup d'attention, surtout dans les pathologies de type Alzheimer où la communication verbale est confuse. C'est-à-dire qu'il faut évidemment que ça c'est fatigant en permanence, essayer de comprendre ce que l'autre est en train de dire et répondre. Et répondre à la question ou à la question qui n'est pas formulée parfois. Et donc, c'est vraiment important de s'ajuster comme ça, mais effectivement, ça demande de l'énergie, ça demande, ce que je vous disais aussi tout à l'heure, de pouvoir échanger avec les professionnels de santé qui gravitent autour du proche, hein, que ce soit l'orthophoniste, le kinésie, le thérapeute, l'ergo, le psychologue, etc. Et puis, parce que eux, ils pourront vous dire quelles capacités sont encore intactes et celles donc sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour comprendre ce dont votre proche a besoin. Ils pourront également vous expliquer comment communiquer avec lui. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est lui laisser l'espace de faire. Parce que souvent, la tension entre aidant et aidé est attisée par le sentiment que le premier considère comme incapable de. Et ça crée de la frustration chez l'aidé qui a l'impression qu'il est plus bon à rien. Et c'est aussi ce qui fait dire que la relation aidant-aidé, ça peut tourner, enfin, évidemment pas toujours, à une relation de pouvoir sur l'autre. Parce qu'ils ont le sentiment de bien faire, de protéger leurs proches, parce qu'ils ont peur pour eux, certains aidants forcent et décident à la place. Alors on a vu tout à l'heure qu'il y a des moments, évidemment, où on ne peut pas faire autrement. Mais justement, c'est aussi quelque chose qui est difficile à évaluer, et c'est pour ça que les professionnels autour sont importants, c'est qu'il faut, il faut sentir à quel moment, oui, il faut prendre la main, mais aussi à quel moment il faut laisser l'autre, laisser la personne malade ou âgée, etc., continuer à décider pour lui-même, pour elle-même. Parce que c'est vrai que sinon, faire à la place de l'autre, forcer l'autre, c'est vrai qu'on entre là dans une relation, effectivement, une relation de pouvoir, et on lui ôte en quelque sorte presque son statut, je dirais, de citoyen à part entière. Hein. Si on commence à tout faire à sa place et à ne pas lui laisser l'espace pour s'exprimer, pour exprimer ses vrais désirs, eh bien, voilà, il peut se considérer comme en effet plus bon à rien, son avis ne vaut plus rien, son désir ne vaut plus rien, donc à quoi bon.
Ensuite, pour l'aidant, ce qui est important aussi, c'est d'évaluer ses propres limites, afin de ne pas faire peser sur l'aidé ses frustrations et ses fatigues. Comment? Vous allez me dire, c'est facile à dire, mais à faire. Eh bien, c'est important d'évaluer votre état de santé physique et psychique. Là, on a vu tout à l'heure les signes qui devaient vous alerter, les troubles du sommeil, l'irritabilité, etc. Ben, vous regardez si effectivement, parmi tous les symptômes qu'on a listés, vous en avez au moins 2, 3, voire plus, ben, peut-être que c'est le moment d'aller consulter, d'aller parler en fait de ce que vous vivez à quelqu'un, à un professionnel. Ça peut être le médecin de famille, ça peut être un professionnel justement qui s'occupe de votre aidé, pardon. Ça peut être une assistante sociale, mais enfin, en tout cas, essayez d'en parler, de partager ça et de ne pas rester seul, surtout avec ce mal-être. Et puis, c'est important de s'accorder du temps, parce qu'avant d'arriver à ce stade du burn-out, vous pouvez déjà essayer de prendre du temps pour vous. C'est capital. Et vous ne serez pas un mauvais aidant si vous le faites. Au contraire, parce que c'est un moyen de tenir sur la durée et de revenir auprès de votre proche plus détendu et donc plus disponible. Parce qu'on l'a vu, hein, la question d'être sans arrêt sous pression, ben, ça conduit effectivement à l'irritabilité, à avoir envie d'envoyer promener l'autre parce qu'on ne supporte plus. Et c'est vrai qu'avec toute la culpabilité, hein, bien sûr, que je ne supporte plus mon aidé peut provoquer. Et donc, avant d'en arriver là, bah, c'est important de pouvoir trouver du temps pour souffler. On va voir un peu les solutions qui sont disponibles. Alors, comment s'accorder du temps? Ben, c'est en acceptant, le plus important, c'est d'accepter de céder la place en négociant avec votre aidé les solutions qui vous arrangent. C'est-à-dire que ça peut être la venue d'un professionnel, d'un bénévole, le recours à une solution de répit. Et on va voir maintenant quelles sont les solutions de répit possibles. On va passer à la diapositive suivante. Merci Pascal. Alors, les solutions de répit. D'abord, c'est vrai que c'est une erreur de ma part, j'aurais dû le signifier dans cette diapositive. Mais où est-ce qu'on trouve des solutions de répit? Vous allez me dire, c'est bien beau, on va les lister, je vais vous en parler, mais où? Alors, tout à l'heure, je vous donnerai tout un tas de sites internet qui sont des sites ressources sur lesquels vous trouverez des adresses, mais dans la vraie vie, qui n'est pas la vie d'Internet, qui n'est pas le web, eh bien, vous pouvez vous adresser au CCAS de votre commune, le comité communal d'action sociale. Donc, il y en a un par mairie, vous vous renseignez à la mairie et là, vous aurez une ou un assistant social qui pourra vous aider, vous dire ce qui existe sur le secteur ou qui vous renverra aussi, peut-être, parce que ça aussi, ça existe, à un centre ressources pour les personnes âgées. Alors avant, ça s'appelait CLIC, maintenant ça peut s'appeler autrement. CLIC, hein, c'est en tout cas les centres de coordination et d'information locale pour les personnes, pour les seniors, pour les plus de 60 ans. Bon, ça, c'est des endroits ressources hein, qui sont importants d'avoir en tête parce que là, vous trouverez des professionnels qui pourront vous expliquer ce qu'est un dossier d'APA, c'est-à-dire un dossier pour recevoir l'allocation personnalisée d'autonomie pour que votre proche puisse éventuellement percevoir une allocation personnalisée d'autonomie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'APA? C'est donc, comme son nom l'indique, une allocation, mais qui va être mise en place à partir d'un plan qui est proposé par des professionnels. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels qui vont venir voir votre proche, qui vont évaluer son état de santé, ce qu'il est capable encore de faire seul ou pas, qui vont un peu regarder son environnement et qui, à partir de là, vont proposer un plan d'aide. Et donc, c'est à partir de ce plan d'aide que vont pouvoir être déclenchées les aides à domicile, les aides éventuellement matérielles hein, aussi, je sais pas, un fauteuil roulant, un lit médicalisé, enfin, des choses qui vont pouvoir aider aussi au quotidien. Donc maintenant, on va voir quelles sont les solutions
que ces professionnels, hein, que ce soit au CCAS, au CLIC, etc., vont pouvoir vous proposer. Alors, il y a évidemment le recours aux aidants professionnels. Donc, ça peut être quelques heures de ménage, ça peut être une aide à domicile qui va venir vous relayer, ça peut être une auxiliaire de vie, parce que, souvent, on se dit, ah bah, la personne va venir faire le ménage, ou faire les courses, ou faire à manger. Oui, bien sûr, mais aussi c'est quelqu'un qui pourra faire un peu de conversation, par exemple, qui pourra, qui pourra pendant que vous allez chez le coiffeur, enfin, qui pourra être avec votre proche et puis l'emmener faire un tour à votre place. Voilà. Donc ça, sont des aidants professionnels, aide à domicile, auxiliaire de vie, etc. Ça peut être aussi, alors là, ce n'est pas les professionnels qui vont vous renvoyer vers la famille, mais enfin, en tout cas, la famille, ça peut être aussi une solution de répit, c'est-à-dire que bien sûr que vos frères, vos sœurs, peut-être vos enfants, s'ils sont en fonction de leur âge, hein, peuvent venir vous aider à prendre soin de votre proche. Sachant aussi que si vous êtes salarié, vous avez droit à des congés de proche aidant. Alors, peut-être j'y reviendrai si parmi vous, certains sont salariés et que vous avez besoin de plus de renseignements à ce sujet. Mais voilà, je passe un peu vite parce que si vous n'en avez pas besoin, ce n'est pas la peine. Ensuite, autre possibilité, c'est l'accueil de jour. Alors, qu'est-ce que c'est que l'accueil de jour? C'est un lieu qui souvent est adossé à un EHPAD, mais pas forcément, qui accueille votre proche une journée ou 2 ou 3 par semaine. Et là, votre parent va être accueilli, donc il va passer la journée, il va avoir des animations, il va pouvoir éventuellement rencontrer des professionnels, hein, peut y avoir par exemple une psychologue, peut y avoir une orthophoniste, etc. Mais il y a aussi un lieu où il va pouvoir bénéficier d'animation et puis où il va pouvoir aussi bénéficier d'un lien social, c'est-à-dire que c'est une façon aussi pour lui de sortir du huis clos aidant-aidé et de rencontrer d'autres personnes. Et pour vous, pendant ce temps-là, ça vous libère aussi du temps pour vous occuper de vous, hein. On a vu tout à l'heure combien c'était important de s'occuper de soi, de retrouver en fait sa vie, parce que souvent ce qu'on entend chez les aidants, c'est « mais j'ai plus de vie, ma vie ne m'appartient plus, ma vie c'est ma vie d'aidant ». Point. Et justement, la question de l'accueil de jour peut permettre, en fait, 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, justement de récupérer un peu de sa vie. Ensuite, ah oui, je vous parlais tout à l'heure du CLIC, enfin du CCAS, etc. Mais il existe évidemment actuellement aussi les plateformes de répit. Ce sont des lieux d'écoute, d'orientation, qui peuvent vous donner toutes ces solutions de répit, hein, et qui proposent aussi parfois des formations des aidants. Et ça, c'est important pour ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire comprendre en fait comment fonctionne la personne aidée et donc de mieux s'ajuster. Mais ces formations, elles peuvent également vous permettre de connaître les bons gestes pour aider votre parent à se relever, par exemple, sans vous faire mal au dos. Enfin, voilà, les formations des aidants, elles peuvent être de différentes natures, mais elles sont en tout cas extrêmement précieuses. Ce qui existe aussi, ce sont des séjours aidants-aidés. Alors ça, ce sont des séjours qui peuvent être organisés, par exemple, par certaines associations de malades. On a par exemple France Alzheimer ou France Parkinson organisent des séjours aidants-aidés. Et ça, ce sont des moments aussi assez précieux parce que vous partez avec la personne que vous aidez, hein, que ce soit votre parent ou votre conjoint, dans un lieu où tout est fait tout est adapté en fait à la pathologie de votre proche. Et puis, vous avez aussi des personnes, alors ça peut être des bénévoles, ça peut être des professionnels qui sont là pour prendre soin aussi de votre proche. C'est-à-dire que pendant que justement il va pouvoir aller à ces animations, vous aurez d'autres animations pour vous. Il y aura aussi des choses qui vont être proposées pour vous deux,
pour la Diade Aidants Aidés, il y aura des groupes de parole. Et puis aussi, c'est l'occasion, et on va y revenir, de rencontrer d'autres personnes, d'autres aidants dans votre cas, et de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir partager avec des gens dont vous savez qu'ils vont pouvoir vous comprendre parce qu'ils vivent la même chose que vous. Ça, c'est important parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a une réticence aussi à se confier à quelqu'un dont on se dit il va pas comprendre. Si je lui dis que je suis fatiguée parce que mon proche me répète tout le temps la même chose, il ne peut pas comprendre puisqu'il ne le dit pas. Bon, là, dans ces séjours aidants aidés, vous serez en contact avec des personnes qui vivent exactement ce que vous vivez. Donc, ça sont les séjours. Donc, les associations proposent aussi, en dehors de ces séjours, elles proposent des cafés des aidants, des moments de rencontre, des moments de partage, des sorties, etc. Et puis, pour certaines aussi, c'est le cas de France Alzheimer, des formations aussi pour les aidants. Et puis, bien sûr que c'est toujours important de pouvoir parler à un professionnel, c'est-à-dire que ce soit un médecin, que ce soit un psy, voilà, de pouvoir poser son fardeau auprès de quelqu'un. Pourquoi c'est important, c'est facilitant, enfin, en tout cas, d'aller voir un psy, un psychologue, c'est que on peut parler à cœur ouvert, sans être jugé, de ce qui nous trouble. Et aussi, c'est quelqu'un qui va pouvoir recevoir votre parole, encore une fois, sans vous juger, et surtout qui n'a aucun lien de parenté avec votre proche. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui va vous dire « Ah ben quand même, tu pourrais faire autrement parce que tu comprends, papa ou maman est fragile, etc. » Non, avec un psychologue, vous pouvez y aller, vous pouvez tempêter, vous mettre en colère, etc. Il est là pour ça, pour recevoir toutes vos émotions sans en être affecté. Et ça, c'est la grande différence avec parler avec quelqu'un qui va être plus proche émotionnellement de vous. Voilà. Maintenant, sur la diapositive suivante, je vous ai inscrit un certain nombre de sites internet qui sont des sites ressources. Et alors, je ne sais pas si vous avez un papier, un crayon, ou si vous voulez prendre une photo ou prendre une capture d'écran. Mais enfin, en tout cas, ce sont des sites qui sont des sites importants parce que vous pouvez retrouver dessus beaucoup d'informations en fait à propos de tout ce qu'on vient d'évoquer jusqu'à présent. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie de votre attention. Maintenant, on peut converser, vous pouvez partager votre expérience. Vous pouvez aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, les micros vont être ouverts par Pascal. Merci. Merci Isabelle. Je vous mets les liens, je suis en train de les copier et je vous les mets dans la barre de conversation, pardon. En attendant, je vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction en cliquant sur le texte bleu, le lien cliqué ici. Je vous le remettrai aussi une fois que j'aurai fini de mettre tous les liens. Je vous invite grandement à remplir ce document puisque nous, ça nous permet de faire un retour à nos financeurs et également à nos intervenants pour améliorer, voilà, pour savoir ce qui ne va pas ou ce qui va bien, ce qui a plu pour les prochaines visioconférences. Voilà, là je vous ai mis tous les liens d'Isabelle. Je vous mets maintenant le lien du questionnaire de satisfaction, c'est celui-là, go.movadhomme.com/questionnaire-senior. Hop. Notre prochaine visioconférence, c'est mercredi prochain. On parlera, j'ai perdu de quoi on allait parler, c'est ranger sa chambre et ses vêtements avec Pascal, qui nous expliquera comment faire tout ça. Et puis sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver tous nos replays. Donc le replay de cette visioconférence-là sera disponible dans l'après-midi. Pour vous inscrire à nos prochaines visioconférences, c'est go.movadhomme.com/visio. Et puis là, vous arrivez sur toutes nos prochaines visioconférences. Vous avez 2 clics à faire et vous êtes inscrit pour nous rejoindre en direct. Le livre audio et les podcasts sur le déménagement chez les seniors, coécrit par Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez, c'est sur notre site movadhomme.com. N'hésitez pas, c'est gratuit.
Si vous avez la moindre question, vous nous envoyez un petit mail à contact@movadom.com. Je remercie encore la Conférence des financeurs du Val-de-Marne. Merci beaucoup Isabelle et on se retrouve en direct pour les questions-réponses.